Le premier murmure provenait du canal d'un contrebandier, enfoui dans les ondes parasites de l'espace lointain. Au début, personne n'y crut. Ce n'était qu'une rumeur parmi les commerçants qui dilapidaient leurs profits en buvant et en échangeant des histoires de fantômes sur la cruauté extraterrestre. Mais lorsque les deuxième et troisième rapports arrivèrent, des images de petites cages empilées en rangées métalliques apparurent et les cris caractéristiques d'enfants humains résonnèrent en arrière-plan. C'est à ce moment-là que la Terre a changé. Ce n'était pas un accident. La coalition extraterrestre, ces créatures impitoyables qui régnaient sur la moitié du bras d'Orion, avaient attaqué une colonie aux confins de l'espace habité. Ils ne se sont pas préoccupés de ressources ni de technologie. Non, ils ont pris les enfants. Des garçons et des filles à peine en âge de parler, entassés comme du bétail dans des cellules de détention. Pendant des semaines, les autorités ont tenté de raisonner. Les diplomates plaidaient. Certains hommes politiques suggéraient même de comprendre les différences culturelles, comme si l'on pouvait justifier l'enchaînement des enfants. Mais pour des hommes comme le capitaine Raylan Kane, un vétéran de guerre dont personne ne voulait se souvenir, il n'y avait pas de débat. Toucher un enfant, c'est déclarer la guerre. Le premier enregistrement divulgué le hantait encore. Un petit garçon peut être 7 ans, agrippé au barreau, murmurait à son père. Les extraterrestres en arrière-plan, de grandes créatures insectoïdes aux étranges voix claquantes, riaient. Pour eux, les humains n'étaient que de la vermine, des curiosités à étudier ou à vendre. Ce soir-là, Kane fracassa une bouteille en verre contre le mur du bar de la gare et jura à voix haute pour que tout le monde l'entende. Sont-ils seulement conscients de ce qu'ils ont fait ? Le silence se fit dans la salle. Non pas que les mots fussent choquants, mais parce que chacun savait la vérité. Les extraterrestres avaient signé leur propre arrêt de mort. Les semaines suivantes se succédèrent dans un flou total. D'anciens combattants sortirent de leurs cachettes. Des contrebandiers proposèrent leurs navires. Des mineurs livrèrent des explosifs. Des pères qui avaient enterré leurs propres fils. Des hommes qui n'avaient plus que la colère. Tous se rassemblèrent sous la même bannière. Il n'était plus question de politique. Il était question de sang. La petite force de frappe de Kane commença avec 12 vaisseaux, la plupart à peine aptes à voler dans l'espace. Ils ne se présentaient pas officiellement, mais des rumeurs se répandirent dans les souterrains. La meute de fer, un nom né de la fureur, des hommes qui ne s'arrêteraient pas tant que toutes les cages n'auraient pas été brisées. Le premier raid était censé être suicidaire, un convoi transportant des captifs humains vers une station de recherche du système Varenne. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit surclassé en armes, en nombre, écrasé. Mais lorsque le destroyer extraterrestre envoya son premier message, moqueur et ricanant à propos de sa précieuse progéniture, Kane ne répondit pas. Il enfonça son hélicoptère de combat directement dans leur bouclier et tira à bout portant sur la passerelle de commandement. La galaxie apprit quelque chose ce jour-là. On n'enferme pas les enfants humains, sauf si l'on veut déchaîner la fureur de la Terre. La nouvelle se répandit vite. Dans les tavernes et les camps miniers, dans les colonies et les bidonvilles oubliés, les hommes répétaient la même histoire. Le capitaine Kane et son équipage avaient réduit en cendres un destroyer extraterrestre parce que leurs enfants étaient à bord. Lors de la deuxième bataille, leurs 12 vaisseaux étaient passés à 30. Lors de la troisième, ils étaient plus d'une centaine. Les extraterrestres ne comprenaient pas. Pour eux, les humains étaient une nouvelle espèce, explorant encore les confins de l'espace. Fragiles, primitifs, mais ils ne comprenaient pas ce qui rendait les hommes dangereux. Ils ne comprenaient pas que le chagrin d'un père pouvait alimenter une machine de guerre plus puissante que n'importe quel empire. Une nuit, Kane se tenait dans la salle de guerre d'un cargo extraterrestre volé, les yeux rivés sur une carte du ciel illuminée de systèmes ennemis rouges. Autour de lui, les autres discutaient de la meilleure façon de frapper, de se déplacer, d'éviter l'annihilation. Mais Kane n'écoutait pas. Il entendait encore le murmure du garçon qui implorait son père à travers les parasites. Ce son ne le quitterait plus, et il jura de le faire entendre à la galaxie entière. Alors, il frappa du poing sur la table et parla d'une voix basse et assurée qui coupa le bruit. Ils ont enfermé nos enfants. Chaque étoile qu'ils possèdent, chaque monde sur lequel ils rampent, brûlera jusqu'à ce que ces cages soient vides. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la survie. Personne ne protesta après ça. Le soulèvement avait commencé. Sous la froide lueur des soleils jumeaux du système Varenne, la flotte de Caïn dérivait comme des prédateurs prêts à attaquer. L'armada hétéroclite s'était agrandie depuis leur premier raid. 35 vaisseaux désormais, rassemblant contrebandiers, mineurs
et même une poignée de déserteurs militaires qui avaient vu les mêmes images d'enfants en cage et avaient abandonné leur poste avec dégoût. La cible était audacieuse. Certains la qualifièrent de suicidaire. Les extraterrestres l'appelaient Vérone 9, une planète stérile sans atmosphère respirable. Pourtant, elle abritait bien pire qu'un avant-poste. Une planète prison. Un enclos pour des milliers de captifs, dont des enfants humains gardés par des canons orbitaux et des destroyers capables de détruire leur flotte en quelques minutes. Mais Kane n'était pas du genre à se soucier des probabilités. Il se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, l'Iron Fang, les mains jointes dans le dos, les yeux rivés sur la projection holographique des défenses extraterrestres. 3 destroyers, peu, être 4, grondait Dax, son second, un mineur balafré qui avait troqué sa foreuse contre un fusil, des boucliers comme on n'en avait jamais vu. S'ils nous surprennent en plein air, nous ne tiendrons pas 10 minutes. Kane ne bougea pas. Alors, nous ne les combattrons pas en plein air. L'équipage attendit. Il avait cet effet sur les hommes. Quand Kane parla, le silence suivit, comme si ses paroles étaient lourdes de sens. Nous nous diviserons en 3 ailes. Le premier attirera leur attention, leur fera croire que nous cherchons désespérément une attaque directe. Pendant qu'ils sont occupés, le second se glisse sous leur grille de défense et charge leurs canons orbitaux. Une fois ceux-ci détruits, nous fonçons. Et les enfants demanda Joran, un jeune pilote dont la voix tremblait d'émotion. Sa nièce avait été enlevée lors des premiers raids, et l'espoir de la retrouver vivante était le seul moyen de le retenir aux commandes. Kane se retourna enfin, le regard dur, la voix d'acier. On ne part pas sans eux jusqu'au dernier. La salle explosa de murmures d'approbation. Des hommes qui n'avaient plus que la rage avaient soudain un but. La bataille commença par le feu. L'escadre numéro 1 bondit en avant, les moteurs hurlant, illuminant le vide de leur traînée de missiles. Des destroyers extraterrestres pivotèrent à leur rencontre, leurs boucliers étincelants tandis que le premier barrage s'abattait sur eux. L'ennemi répliqua par des faisceaux de plasma brûlants, déchirant la ligne de front. Des vaisseaux explosèrent en silence, des flammes incandescentes qui n'atteindraient jamais le son, mais les hommes de Kane ne cédèrent pas. Ils hurlèrent des jurons dans leur communication, plongeant et zigzagant, lançant tout ce qu'ils avaient. Ce n'était pas de la bravoure, c'était de la fureur. Une fureur qui se fichait que la mort soit à quelques secondes près, sachant seulement que chaque seconde gagnée offrait une chance aux enfants en contrebas. L'aile 2 glissa sous le chaos, s'accrochant au champ magnétique de la planète, leur coque se tendant en frôlant la surface. Les canons extraterrestres se dressaient au-dessus, d'immenses tours d'acier et de puissance projetant des arcs de plasma dans le ciel. Charge posée, s'éleva la voix d'un saboteur, haletant à travers les parasites. Kane observait depuis son croc de fer les explosions qui fusaient sur les orbitales. Un à un, les canons vacillèrent, crépitèrent, puis se turent. La flotte extraterrestre vacillait, confuse, sa formation précise se brisant sous les coups imprudents des chasseurs humains. « Maintenant », murmura Caïn, « apportez le marteau ». Le croc de fer plongea au cœur de la bataille, ses canons rugissant, déchirant les boucliers extraterrestres à bout portant. Le vaisseau trembla, les alarmes hurlant, mais Caïn resta impassible sur le pont de commandement. Chaque explosion qui secouait la coque, chaque éclat de feu ennemi contre leurs boucliers, était un battement de cœur de plus près des cages. « Ouvrez l'assaut de surface », aboya Kane. Des vaisseaux de débarquement se séparèrent de la flotte et foncèrent à travers l'atmosphère vers Varenne 9. À l'intérieur, des hommes serraient des fusils, des explosifs, tout ce qu'ils pouvaient transporter. Leurs visages étaient sombres, leurs yeux brûlants. Ce n'était pas seulement une mission de sauvetage, c'était une vengeance. La prison était un vaste complexe de tours d'acier et de clôtures électrifiées qui s'étendait à travers le monde aride tel une plaie. L'air était raréfié, empoisonné et sans filtre, mais les extraterrestres s'y épanouissaient. Ils n'avaient pas construit cet endroit pour le confort, mais pour briser les esprits. Le premier vaisseau de largage s'écrasa dans la poussière à l'extérieur du complexe, les portes s'ouvrant brusquement, tandis que les hommes chargeaient. Des coups de feu claquèrent, les gardes extraterrestres hurlant tandis que les balles transperçaient leur blindage. Les humains se battaient comme des possédés, avançant malgré les décharges de plasma qui embrasaient le sol autour d'eux. À l'intérieur d'un bloc cellulaire, un garçon de 10 ans à peine pressait son visage contre les barreaux. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant des formes se déplacer dans la poussière.
Des formes qui n'étaient pas extraterrestres, des formes qui arboraient la silhouette familière des hommes. « Ils sont là », murmura-t-elle à la fille à côté de lui. « Mon père a dit qu'ils viendraient. Ils sont là. » Les bottes de Kane frappèrent le sol tandis qu'il descendait du dernier vaisseau. Il portait un lourd fusil, dont le poids lui procurait un réconfort. Autour de lui, la bataille faisait rage, les coups de feu résonnant contre l'acier, la fumée s'élevant dans le ciel clair. « Avançons », rugit-il, sa voix portant au-dessus du chaos. « Chaque cellule, chaque porte. Enfoncez-les. » Il tira sur un extraterrestre qui chargeait, dont le corps chitineux explosa en s'effondrant à ses pieds. Un autre surgit de l'ombre, mais Kane brandit son fusil comme une massue, brisant ses mandibules dans un craquement écœurant. Ils se ruèrent à travers le complexe, faisant exploser les portes et piratant les panneaux de contrôle. Une à une, les cages s'ouvrirent. Des enfants sortirent en titubant, toussant, pleurant, leurs petits corps enveloppés dans des chiffons sales. Certains s'accrochaient aux jambes de leur sauveteur, d'autres restaient bouche bée, stupéfaits, incrédules. Kane s'agenouilla devant un groupe d'entre eux et baissa son arme. Sa voix s'adoucit, juste assez pour que les enfants l'entendent. « Vous êtes en sécurité maintenant. On vous tient. » Une petite fille tendit la main, tremblante, et toucha sa manche. Ce simple geste le frappa plus durement que n'importe quelle frappe ennemie, mais il n'avait pas le temps de s'attarder. Des sirènes hurlèrent dans le camp, et le sol trembla tandis que les renforts affluaient. Des dizaines de guerriers extraterrestres, blindés et armés, se rapprochaient à grands pas. Dax accourut à ses côtés, la sueur ruisselant sur son visage couvert de suie. « Il y en avait encore, capitaine. » « Trop. » Kane se redressa de toute sa hauteur, les yeux flamboyants. « Alors on dresse un mur. Ils ne passent pas. Pas tant que ces enfants respirent. Ils ont posé leur ligne dans la cour. Les enfants se sont blottis derrière des caisses renversées et des débris. Les extraterrestres grouillaient, leurs cris gutturaux perçant l'air tandis qu'ils chargeaient. Les humains tiraient. Balles, roquettes, plasma volaient aux fusils ennemis. Ils jetaient tout dans la marée montante. Des hommes tombaient. Certains étaient fauchés lors de la première vague. Mais ils tenaient bon. Ils tenaient bon parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Kane combattait en première ligne, son fusil ruant contre son épaule, sa voix rugissant de fureur. Chaque alien qui tombait était un pas de plus vers la rédemption, une nouvelle vengeance pour les prisonniers. À un moment donné, un alien massif fit irruption. Dominant les hommes, ses griffes dégoulinantes de venin, il se précipita droit sur les enfants. Kane n'hésita pas. Il lâcha son fusil, dégaina son épée de combat et affronta la bête de front. La lutte fut brutale. Des griffes s'abattèrent sur son armure, ses dents claquant à quelques centimètres de son visage. Kane frappa la lame des deux mains, l'enfonçant profondément dans la gorge de la créature. Une gerbe noire gicla sur sa visière tandis que l'alien s'effondrait, poussant un sifflement étouffé. Il recula en titubant, la poitrine haletante, mais les enfants étaient toujours sains et saufs. C'était tout ce qui comptait. Les heures passèrent dans le feu et le sang. Lorsque le dernier corps extraterrestre toucha le sol, la prison était en ruine. De la fumée montait dans le ciel empoisonné, et l'enceinte était jonchée de cages brisées et de chaînes brisées. Kane se tenait au milieu de tout cela, son armure marquée de cicatrices, le corps tremblant d'épuisement. Autour de lui, des hommes rassemblèrent les enfants, les portant sur leurs épaules, les enveloppant dans des couvertures, murmurant des mots rassurants. Certains pleuraient ouvertement, leurs larmes traçant des lignes sur leurs visages maculés de suie. Ils avaient réussi. Contre toute attente, ils avaient arraché le cœur de la machine extraterrestre et libéré leurs enfants. Mais Kane ne souriait pas. Il regarda l'horizon brûlant, les débris des vaisseaux qui fumaient encore en orbite au-dessus. Il savait que ce n'était pas la fin, ce n'était que le début, car quelque part, dans l'immensité noire, d'autres cages attendaient, d'autres enfants, d'autres cris dans l'obscurité, et il jura qu'aussi longtemps qu'il respirait, aucun enfant humain ne pourrirait plus jamais en cage. La galaxie le remarqua. Cette fois, pas en murmure, ni dans les tavernes des contrebandiers, ni sur des canaux secrets cryptés, mais dans les gros titres qui ont résonné à travers les systèmes stellaires. Une force de frappe humaine rase une prison extraterrestre. Des milliers d'enfants libérés lors d'un soulèvement sans précédent. Des destroyers extraterrestres anéantis par une flotte primitive. Pour la coalition extraterrestre, c'était un blasphème. Pour les colonies dispersées dans l'espace humain, c'était une révélation.
Pour la première fois de mémoire d'homme, l'humanité avait riposté, et pas seulement par des mots ou une diplomatie pitoyable. Elle avait montré les dents et versé le sang. Mais les conséquences étaient telles des nuages d'orage. Dans la grande salle du domaine Varon, des seigneurs de guerre extraterrestres se rassemblaient en un cercle d'acier froid et de faible lumière. Leurs corps tressautaient d'agitation, leurs griffes raclaient, leurs mandibules claquaient, leurs yeux brillaient d'une haine plus intense que le soleil. « Il faut éradiquer les humains », siffla l'un d'eux, sa voix résonnant dans des tons gutturaux. « Ce sont des vermines. » Et maintenant, ils osent mordre. Un autre, plus grand et drapé dans une armure de cérémonie, frappa la table de sa main griffue. Ils ont profané un monde prison. Ils ont massacré nos gardiens. Ils ont libéré les rejetons, les enfants. Ils paieront de leur espèce tout entière. Un troisième parla plus bas, ses yeux aux multiples facettes plissées. Peu. Êtres les avons-nous sous-estimés. Leurs vaisseaux sont rudimentaires, mais leur volonté, elle, est différente de celle que nous avons conquise. La tension monta dans la salle. Admettre la peur était dangereux, mais la vérité persistait dans le silence. Les humains avaient montré quelque chose que les extraterrestres n'avaient pas anticipé. Une fureur inflexible, née non de la conquête, mais de la protection. Une espèce qui partait en guerre non pour le pouvoir, mais pour sa progéniture. C'est ce qui, plus que tout, les déstabilisait. La décision du Conseil fut rapide. Des représailles. Ni une escarmouche, ni un autre raid. L'extermination. Les colonies humaines à la périphérie brûleraient, et la Terre elle-même tremblerait devant les flottes de la coalition. De retour sur l'Ironfang, Kane se tenait dans la salle de guerre, entouré d'hommes meurtris. Cartes et rapports jonchaient la table, illuminés de marqueurs rouges indiquant les mouvements des flottes extraterrestres. « Ils avancent vite », dit Dax d'une voix rauque. Il désigna un système après l'autre. 3 colonies déjà touchées, aucun survivant. Joran frappa du poing la console. Son jeune visage se tordit de rage. Puis nous ripostâmes plus fort. Nous avons montré que nous pouvions les vaincre. Continuons. Kane ne répondit pas tout de suite. Il fixa la carte des étoiles, la mâchoire serrée. Il savait que cela allait arriver. Chaque raid, chaque cage éventrée. C'était de l'huile sur le feu. Les extraterrestres ne s'arrêteraient pas maintenant. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils viendront pour la Terre, dit finalement Kane d'une voix neutre. Le silence retomba dans la salle. Tout le monde savait ce que cela signifiait. La Terre n'était pas une simple colonie. C'était un foyer, des milliards de vies, le berceau de l'humanité elle-même. Si les extraterrestres l'atteignaient, la guerre prendrait fin avant même d'avoir vraiment commencé. « Ils ne sont pas prêts », murmura Dax. « Les gouvernements se disputent encore. Les flottes sont dispersées. Les défenses de la Terre. » Sa voix s'éteignit, refusant de prononcer le mot. Faible, Kane s'appuya sur la table, le regard rivé sur la carte des étoiles. « Alors, on n'attend pas qu'ils soient prêts. On les prépare. »« Comment ?» demanda Joran. Kane leva les yeux, sa voix portant le poids d'un homme qui avait déjà pris sa décision. « Nous rendons cette guerre publique. Plus d'ombre, plus de murmures. La terre entière doit voir ce que nous avons vu. Ils doivent entendre la voix des enfants. Nous mettons la vérité en lumière et les forçons à agir. » Les hommes échangèrent des regards gênés. Rendre l'affaire publique signifiait les exposer, les mettre sur le dos d'une cible plus grande que jamais. Mais Kane ne vacilla pas. « Les extraterrestres ont déclaré la guerre dès qu'ils ont mis nos enfants en cage, » dit-il. « Maintenant, toute la galaxie va nous entendre rugir. » Le message est arrivé 3 jours plus tard. Il n'a pas été diffusé par les canaux officiels, ni peaufiné par les diplomates. Il était brut, sans filtre, piraté dans les flux des colonies humaines et même aux confins de l'espace extraterrestre. Une simple vidéo, granuleuse mais claire. Le capitaine Ryland Kane se tenait devant la caméra, son armure calcinée, le visage maculé de sang et de poussière. Derrière lui, des enfants sauvés de l'Aveyron 9, enveloppés dans des couvertures, agrippés aux hommes qui les avaient libérés. Ils ont mis nos enfants en cage, tonnait la voix de Caïn. Ils riaient en les affamant. Ils les ont vendus comme des animaux, et quand nous sommes venus les récupérer, ils ont tenté de tous nous massacrer. Il se pencha plus près,
le regard rivé à l'objectif. Ce n'est pas de la politique, c'est de la survie. Chaque homme, chaque colonie, chaque main capable de tenir une arme, vous êtes indispensable. Ce n'est pas la guerre de la Terre, ni le combat d'une planète. C'est la guerre de l'humanité. Et si nous ne sommes pas unis maintenant, il n'y aura pas de lendemain. La caméra s'est dirigée vers les enfants. Une petite fille, pas plus de 8 ans, a murmuré au micro, d'une voix tremblante mais claire. « S'il vous plaît, ne les laissez pas nous reprendre. » La transmission a été coupée. La réaction a été un feu de forêt. Sur Terre, les gouvernements se sont empressés de contenir la panique. Mais il était trop tard. Des hommes ordinaires envahirent les rues, réclamant des mesures. Des vétérans exhumèrent de vieux uniformes. Des mineurs firent remonter des explosifs en contrebande. Des contrebandiers offrirent leurs navires. Même ceux qui s'étaient autrefois moqués de la croisade de Kane se retrouvèrent acculés par l'indéniable vérité. Dans les colonies, la réponse fut immédiate. Une vague de volontaires afflua au poste de recrutement, dépassant en nombre les armes disponibles. De vieux cargos furent transformés en navires de guerre, et, pour la première fois dans l'histoire, l'humanité commença à agir à l'unisson. Mais les extraterrestres ne restèrent pas inactifs. Des éclaireurs signalèrent la mobilisation de flottes massives aux confins de l'espace humain. Des dizaines de destroyers, de porte-avions, de vaisseaux de transport de troupes, une armada telle que l'humanité n'en avait jamais affrontée. Leur objectif était clair, l'annihilation. Kane savait que le temps pressait. Caïn savait que le temps pressait. Le croc de fer flottait au-dessus d'une lune désolée, dont les hangars étaient en proie au chaos. Des hommes s'entraînaient dans les baies, des enfants étaient soignés par des médecins, et des ingénieurs travaillaient jour et nuit à réparer des trous dans des navires qui auraient dû être mis à la ferraille. Dax s'approcha de lui, s'essuyant les mains graisseuses. « Nous grandissons, capitaine. Trop vite. On a des fermiers qui essaient de piloter des chasseurs, des contrebandiers qui savent à peine manier un fusil. Si les extraterrestres nous frappent maintenant, ils le feront, » intervint Kane. Son regard était froid, sa voix posée. « C'est pour ça qu'on saigne maintenant, pas plus tard. Préparez-les. On n'a pas le luxe des camps d'entraînement. Tout le monde apprend sur le terrain. » Dax fronça les sourcils. « Vous allez les préparer. On n'a pas le luxe des camps d'entraînement. Tout le monde apprend sur le terrain. » Dax fronça les sourcils. « Tu vas les faire tuer. » Caïn soutint son regard sans sourciller. « Ils sont déjà morts s'ils ne font rien. Au moins, comme ça, ils ont une chance. » Cette nuit-là, Caïn arpenta les couloirs du croc de fer. Il passa devant des chambres où des enfants dormaient d'un sommeil agité, encore hantés par des cauchemars de cage. Il croisa des hommes qui murmuraient des prières avant le combat, leurs fusils serrés comme des bouées de sauvetage. Il s'arrêta devant l'infirmerie. Observant à travers la vitre, un garçon assis sur un lit de camp, le regard vide fixé sur le mur. Ses poignets étaient marqués par les chaînes. Ses yeux étaient creux. Caïn entra. « Comment t'appelles-tu, mon fils ?» Le garçon ne répondit pas tout de suite. Finalement, il murmura « Élie !» Caïn s'accroupit près de lui, à voix basse. « Élie, sais-tu pourquoi on se bat ?» Le garçon leva les yeux, les larmes aux yeux. « Pour qu'ils ne nous reprennent plus ?» Caïn hocha la tête. « C'est vrai, et je te le promets, tant que je respirerai, ils ne nous reprendront jamais. » Pour la première fois, une lueur d'espoir brilla dans les yeux du garçon. Le lendemain matin, les alarmes retentirent. Contact en approche, une voix hurla dans les communications. Une flotte extraterrestre se rapprochait à grands pas. Kane s'avança sur la passerelle, le visage figé. De l'autre côté du hublot, l'obscurité de l'espace scintillait de mouvement. Des dizaines de vaisseaux extraterrestres émergeaient de la distorsion, en formation serrée, leurs armes prêtes. L'équipage se tendit. Des murmures de peur résonnèrent sur le pont. Kane se tenait droit, sa voix résonnant comme le tonnerre. « Écoutez-moi, ces salauds pensent qu'ils peuvent nous briser par la peur. Ils pensent qu'ils peuvent enfermer nos enfants, brûler nos mondes, et nous nous inclinerons. » Il a pointé du doigt la flotte ennemie. « Montrez-leur ce que signifie combattre les humains. » Il a pointé du doigt la flotte ennemie. « Montrez-leur ce que signifie combattre les humains. Montrez-leur ce que signifie lorsque pères, frères et fils prennent les armes. Faisons en sorte qu'ils se souviennent de nous, non pas comme de la vermine, mais comme l'espèce qui préfère mourir plutôt que de se rendre. » Le pont explosa d'acclamations.
la peur se transformant en feu. Alors que la flotte extraterrestre approchait, Kane donna le seul ordre qui comptait. « Préparez-vous au combat ». Le vide s'embrasa. Les destroyers extraterrestres se mirent en formation, leurs coques luisant du vert froid de leurs noyaux énergétiques. Des vaisseaux cruels et élancés, plus tranchants que toute conception humaine, se déplaçaient avec une précision mécanique. Derrière eux, des porte-avions se déployaient tels des bourgeons d'acier, libérant des essaims de chasseurs qui obscurcissaient les étoiles. Sur le pont de l'Iron Fang, Kane se tenait au centre, la mâchoire serrée, la main appuyée contre la rambarde. Autour de lui, son équipage s'activait, criant des chiffres, calibrant des boucliers, chargeant des missiles. Aucun d'entre eux n'avait affronté une flotte de cette taille. Rares étaient ceux qui croyaient survivre. Mais Kane n'était pas là pour survivre. Il était là pour faire une déclaration. La formation ennemie se resserre, aboya Joran depuis le poste de pilotage. Sa voix était brisée, mais ses mains restaient fermement sur les commandes. Il nous pousse dans la zone de mort. Bien, grogna Kane. Qu'ils croient qu'ils ont entendu. Ils ont entendu, nous. Dax se pencha sur l'écran tactique, la sueur dégoulinant de son front. Nous sommes 5 fois moins nombreux. Vous avez un miracle en poche, capitaine. Vous devriez peu être le sortir maintenant. Kane ne le regarda pas. Il fixait les étoiles, le regard dur comme l'acier. Nous n'avons pas besoin de miracle. Nous avons besoin de fureur. Éleva Teil la voix. Signalez à la flotte. Détruisez les meutes de loups. Frappez-les de flanc. Mordez fort. Disparaître avant qu'ils ne se rapprochent. Continuez d'avancer. Ne jamais s'arrêter. Oui, monsieur. Les ordres se sont propagés par les communications et la flotte humaine disparate s'est déplacée. Au lieu d'essayer de maintenir la formation face à une supériorité numérique, les vaisseaux se sont fragmentés. 3 ici, 5 là, chaque groupe fonçant sur les essaims comme des couteaux. Les extraterrestres chancelèrent, leur coordination rigide se brisant sous les coups imprévisibles qui martelaient leurs boucliers. Le vide s'emplit de chaos. La meute de loups de Kane plongea la première. Le croc de fer bondit en avant, ses canons fulgurants, déchirant l'écran du chasseur de tête. Des missiles filèrent de leurs compagnons, s'écrasant sur le flanc d'un destroyer. Les boucliers du vaisseau extraterrestre s'embrasèrent, hurlèrent, puis se brisèrent sous le déluge. « Cible estropiée !» cria Joran, l'euphorie perçant sa peur. « Pas estropiée !» dit froidement Caïn. « Morte !» Il frappa du poing la console. Tous les canons. Feu. Le destroyer explosa dans un feu silencieux, des éclats de métal extraterrestre se dispersant dans le vide. Une acclamation s'éleva dans les communications humaines. Pour la première fois, ils avaient détruit l'un des monstres de front, mais la célébration fut de courte durée. « Capitaine !» hurla Dax. Ils ont coupé le Wolfpack 3. Les porte-avions ennemis déchargent tout ce qu'ils ont. Sur l'holo, écran, un groupe de vaisseaux humains se tord et virevolte sous une pluie de plasma. L'un explose, puis un autre, englouti par des éclats de lumière. Kane a le ventre noué, mais son visage est resté impassible. Signalez-leur de tenir le plus longtemps possible. Chaque seconde de combat nous fait gagner du temps. L'extraterrestre riposta avec une précision brutale. Les chasseurs se mirent à essaimer comme des frelons, bombardant les plus petits vaisseaux humains. Un rayon de plasma traversa le vide. Découpant en deux un cargo transformé en canonnière, des hommes hurlèrent dans les communications avant que le signal ne soit coupé. Le pont trembla lorsque le croc de fer encaissa un coup, les boucliers s'embrasant. Des étincelles jaillirent du plafond et une console s'enflamma avant que l'équipage ne l'étouffe avec de la mousse incendiaire. « Ils nous verrouillent, capitaine !» cria Joran. « Alors rapprochez-nous !» rétorqua Kane. « Ils ont la portée, mais nous avons les dents. Éperonnez ces salauds s'il le faut. » Le jeune pilote n'hésita pas. Il tira sur les commandes, et le croc de fer fonça en avant, se faufilant à travers le feu ennemi jusqu'à se retrouver nez à nez avec un autre destroyer. « Tirez tout !» rugit Kane. Les torpilles fusèrent, les canons tonnèrent, et à bout portant, les boucliers de l'Alien se brisèrent comme du verre. Le destroyer explosa dans une explosion aveuglante, l'onde de choc faisant trembler le croc de fer jusqu'aux os. Kane serra les dents, agrippant la rambarde jusqu'à en blanchir les jointures. Le vaisseau hurla de protestation, mais tint bon. Ça fait 2, marmonnaté, 2 pour chaque enfant enfermé.
À travers la flotte, le combat était acharné. Les vaisseaux humains étaient démantelés les uns après les autres, mais ils entraînaient avec eux des vaisseaux extraterrestres. Les mineurs attachèrent des explosifs à leurs coques et percutèrent les porte-avions de plein fouet. Les contrebandiers feignirent de battre en retraite, puis rebroussèrent chemin pour placer des torpilles dans les compartiments moteurs. Même les cargos endommagés, leurs coques évacuées en l'air, restèrent dans le combat jusqu'à leur dernier souffle. Les extraterrestres, habitués à briser leurs ennemis par la simple intimidation, vacillèrent. Ce n'était pas une résistance ordonnée. C'était le chaos, alimenté par la rage, le chagrin, par quelque chose de plus profond que la survie. Les communications de Caïn s'emplissaient de voix, de cris, de malédictions, de hurlements, de prières. Il s'efforça d'écouter chacun, gravant leur sacrifice dans sa mémoire. Ce n'étaient pas des soldats, c'étaient des pères, des frères, des fils, et ils mouraient pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Capitaine, la voix de Dax coupa le vacarme. On nous flanque. 2 destroyers se rapprochent de nos 6. Joran se débattait avec les commandes, mais le croc de fer gémissait sous la pression, les boucliers vacillaient, les blindages de la coque se déformaient. Kane se tourna vers le chef de l'artillerie. « Combien reste-t-il de torpilles ?»« 2, monsieur. Chargez-les, visez le destroyer de tête. Mais si on rate, on ne ratera pas. » Les torpilles tirèrent, zébrant le vide. Le premier fut intercepté, explosant dans une fusée éclairante face à un tir de riposte extraterrestre. Le second s'écrasa violemment, déchirant le ventre du destroyer. Le vaisseau convulsa, le feu déchirant son cœur avant de se briser. Le second destroyer déviait, pris dans les débris. Kane expira lentement, un souffle à la fois. C'est comme ça qu'on vit, mais le vent tournait. Pour chaque vaisseau extraterrestre détruit, l'humanité en perdait 2. Les meutes de loups s'éclaircissaient, leurs voix s'éteignant une à une. Le champ était jonché de débris, des flammes vacillant dans le vide glacial de l'espace. Sur la passerelle, le silence s'abattit lorsqu'un autre vaisseau humain explosa au loin. Les mains de Joran tremblaient sur les commandes, ses yeux brillants. « Capitaine, on ne peut pas tenir. On est en train de mourir. » Le regard de Caïn se durcit. Il s'avança et posa une main sur l'épaule du garçon. « On ne meurt pas. On leur apprend. » « Leur apprendre quoi ?» chuchota Joran. La voix de Caïn était un grognement, bas et régulier. Que l'humanité ne s'incline pas. Que s'ils mettent un enfant en cage, on brûlera 1000 de leur monde. Même si nous tombons, ils se souviendront de nous. Ils nous craindront, et cette peur se répandra. Le garçon déglutit difficilement, puis hocha la tête, serrant les commandes. Puis vint la pause. « Capitaine !» cria Dax. « Capteur, regardez !» L'holocarte s'illumina de nouvelles signatures, des dizaines. Vaisseaux humains, renforts, vieux croiseurs de la marine terrienne, navires de guerre coloniaux, et même des cargos hâtivement réaménagés pour le combat. Ils quittèrent la distorsion dans un élan de défiance, leurs canons tirant déjà. Les communications fusèrent. Ici le commandement de la flotte. La Terre a entendu votre appel. Nous sommes avec vous. Des acclamations fusèrent sur le pont, les hommes frappant leurs consoles, criant de triomphe. Pour la première fois dans la bataille, l'espoir renaît. Les lèvres de Caïn s'incurvèrent en un sourire sinistre. Il était temps. Le champ de bataille changea. Avec les renforts qui grossissaient leurs rangs, l'humanité s'élança. Les formations extraterrestres vacillèrent, leurs lignes disciplinées s'effondrant sous l'assaut furieux. Les vaisseaux furent déchiquetés les uns après les autres, leurs noyaux verts explosant comme des étoiles mourantes. Mais la victoire avait un prix. Des débris flottaient dans le vide, tombeau silencieux pour les hommes courageux qui s'étaient jetés dans le feu. Caïn savait que chacune de leurs morts était gravée dans l'âme de cette guerre. Alors que le dernier vaisseau extraterrestre se disloquait, le feu jaillissant de sa coque éventrée, le silence retomba sur le champ de bataille. Les humains avaient résisté. Le croc de fer flottait parmi les débris, sa coque calcinée, ses systèmes défaillants. Caïn se tenait sur le pont, le corps lourd d'épuisement, mais ses yeux brûlaient du même feu inébranlable. « Faites passer le message, » dit-il doucement. Dans chaque colonie, dans chaque système, l'humanité s'est dressée contre la coalition et nous n'avons pas cédé. Faites savoir à la galaxie. Nous arrivons, l'équipage le fixait du regard, certains souriant à travers le sang, d'autres pleurant ouvertement.
Kane se tourna vers le hublot, observant les débris extraterrestres se dégrader dans les étoiles. « Il pensait qu'enfermer nos enfants nous affaiblirait, » murmura-t-il. « Au lieu de cela, cela a fait de nous des monstres. » Et à cet instant, il comprit que la guerre ne faisait que commencer. La fumée de la bataille ne s'était même pas dissipée que les débats politiques commençaient. La fumée de la bataille ne s'était pas encore dissipée lorsque les débats politiques commencèrent. Dans les jours qui suivirent la Grande Résistance, des débris flottaient encore dans le vide. Acier tordu, coques brisées et tombeaux silencieux d'hommes qui s'étaient jetés dans le feu. La flotte survivante regagna péniblement le système solaire, moteur crachotant, coque rapiécée par le désespoir. Ils revinrent non pas sous la forme d'une marine organisée, mais sous la forme de quelque chose de bien plus dangereux, une légende. Sur Terre, les rues s'embrasèrent. Des foules envahirent les villes, de New York à New Delhi, brandissant les bannières de l'unité humaine là où seule l'apathie avait prévalu auparavant. Des hommes qui n'avaient jamais pensé à la guerre scandèrent le nom de Caïn, leur voix résonnant dans la nuit. Les pères juraient de s'engager, les fils juraient de ne plus jamais laisser un enfant disparaître. Pour la première fois depuis des siècles, la Terre semblait animée d'un seul but, mais dans les tours de verre du gouvernement terrestre, ce but était accueilli par la peur. Le Conseil de sécurité mondiale se réunissait dans une salle surplombant Genève. Les délégués, vêtus d'uniformes élégants et proférant des paroles plus acerbes. Des écrans projetaient les images de la bataille, des vaisseaux percutant des destroyers extraterrestres, des hommes hurlant leurs défis dans les communications, et au centre de tout cela, le capitaine Rylon Kane menant la danse, inflexible. Cet homme, déclara la chancelière Arendt d'une voix débordante de dédain, est un voyou, un justicier qui a entraîné l'humanité dans une guerre que nous ne pouvons pas gagner. Ces paroles furent accueillies par un murmure d'approbation de plusieurs côtés. D'autres, en revanche, s'agitèrent, mal à l'aise. Ils avaient vu les mêmes images. Ils avaient entendu les cris des enfants secourus, et ils savaient que le visage de Caïn était déjà gravé dans le cœur de milliards de personnes. Insoumis ou pas, rétorqua l'amiral Weiner, l'un des rares militaires encore présents parmi les bureaucrates, sans lui, ses enfants seraient toujours en cage. Sans lui, la terre elle-même serait peu, être déjà réduite en cendres. Les yeux d'Arendt se plissèrent. Et maintenant, les extraterrestres vont nous attaquer avec tout ce qu'ils ont. Pensez-vous que ce Caïn nous sauvera alors? Ou nous martyrisera-t-il tous avec sa croisade téméraire? La salle sombra dans le débat, les accusations et les peurs s'accumulant. Mais une vérité subsistait. Caïn avait fait ce qu'il n'avait pas fait. Il avait agi. Et le peuple l'aimait pour cela. Cela le rendait dangereux. À bord du croc-croc de fer, Kane se souciait peu de leur débat. Debout dans le hangar, il regardait les enfants jouer sous le regard méfiant des soldats devenus gardiens. Leur rire était faible, entrecoupé de cauchemars, mais c'était quand même des rires. Rien que ça, c'était une victoire suffisante pour lui. Dax s'approcha, un bloc-notes à la main. Son visage était sombre. « Le conseil parle de toi. Certains te qualifient de héros, d'autres de menaces. On dit qu'ils veulent que tu places la flotte sous commandement officiel. Kane ne s'est pas retourné. Ils veulent le contrôle. Ils l'auront aussi. Tu sais comment ça marche. Les politiciens voient un homme trop influent. Ils lui coupent les ailes. Kane serra les mâchoires. Je ne me suis pas battu pour leur approbation. Je me suis battu pour ces enfants. Si le conseil pense que je vais m'agenouiller et attendre qu'ils se disputent pendant que des enfants pourrissent dans des cages, ils sont idiots. Dax baissa la voix. Vous êtes sur un fil, capitaine. Le peuple vous aime, mais le conseil a les armes, les crédits, l'infrastructure. Si vous vous opposez à eux, vous aurez 2 guerres sur les bras. Kane se retourna finalement, le regard froid. Alors qu'ils viennent. Je n'ai pas commencé tout ça pour me plaire. Je l'ai commencé parce que personne d'autre n'avait le courage d'agir. Le conseil a agi rapidement. Une convocation a été délivrée. Formelle, polie, imprégnée du langage diplomatique, mais teintée de fer. Kane devait comparaître devant eux pour coordonner la stratégie de défense de l'humanité. Dax lui tendit le message d'un air menaçant. Ils veulent te mettre sous leur coupe. Kane le lut, le visage indéchiffrable. Non. Ils veulent une laisse. Il accepta quand même, non pas par confiance, mais parce qu'il savait ce que signifierait un refus. Pour le Conseil, un refus serait une preuve de rébellion. Pour le peuple, cela ferait de lui un martyr prématuré. Il embarqua donc à bord d'une navette avec quelques hommes, laissant le croc de fer en orbite,
et descendit vers Genève. La chambre était stérile, étincelante d'acier poli et de verre immaculé. Caïn y entra en armure cabossée, encore marquée des cicatrices du combat. Le bruit de ses bottes résonnait au sol. Le contraste était voulu. Il voulait qu'il voie de près à quoi ressemblait la guerre. Les délégués s'agitèrent, mal à l'aise, à son approche de l'estrade centrale. Certains les fusillaient du regard, d'autres détournaient le regard, mais tous les regards étaient empreints de peur. « Capitaine Ryland Kane », commença la chancelière Arendt d'une voix hachée. « Vous vous présentez devant le Conseil de sécurité mondiale, accusé d'actions militaires non autorisées, de mise en danger inconsidérée de colonies humaines et d'escalade des hostilités avec le dominion de Varennes. » Caïn se tenait droit, le visage comme un masque de pierre, et il sauvait des milliers d'enfants. N'oubliez pas ça. Un murmure parcourut la salle. La mâchoire d'Arendt se serra. Vous avez semé le chaos, capitaine. Vous avez enlevé des hommes de leur poste, volé des navires et agi sans autorisation. Vous avez placé la terre elle-même dans le collimateur. La voix de Caïn s'éleva, ferme et aiguë. La terre est dans le collimateur depuis que le premier enfant a été mis en cage. Vous venez seulement de vous en rendre compte. Le silence retomba dans la salle. La vérité brutale était plus cruelle que n'importe quelle accusation. L'amiral Weiner s'éclaircit la gorge, dissipant la tension. Capitaine Kane, le Conseil ne nie pas vos victoires, mais le temps des actions de justicier est révolu. L'humanité a besoin d'unité, pas de rébellion. Nous avons besoin que vous placiez votre flotte sous commandement officiel, que vous participiez à une défense coordonnée. Le regard de Caïn parcourut la pièce, lisant la peur derrière leurs paroles polies. Il savait ce qu'il voulait. Il voulait ses hommes, ses navires, sa légende, mais sans lui à la barre. « Ma flotte se bat parce qu'elle croit », dit-il lentement. Elle se bat parce qu'elle a vu les cages, les cicatrices, l'horreur que vous débattez ici. Vous pensez pouvoir les contrôler, les enchaîner à vos bureaux et à vos protocoles? Vous tuerez la seule chose qui les maintient en vie. Arendt frappa la table du poing. « Et qu'est-ce que c'est, capitaine, votre commandement ?» La voix de Caïn se réduisit à un grognement. Leur fureur. Le mot flottait dans l'air, lourd et indéniable. L'audience dura des heures. Questions, accusations, menaces voilées. Caïn répondit avec la même froideur, sans jamais céder, sans jamais s'excuser. À la fin, le conseil était divisé. Certains le voyaient comme un mal nécessaire, d'autres comme une étincelle capable de déclencher une rébellion. Lorsqu'il quitta enfin la chambre, Dax l'attendait. À quel point Caïn expira, les épaules lourdes. Ils veulent que je sois attaché, mais ils ont trop peur de tirer la chaîne jusqu'au bout. Et maintenant ? Caïn regarda par la fenêtre les étoiles au-dessus de la terre. Maintenant, on se prépare. Les extraterrestres n'attendront pas la politique. Et moi non plus. Le Conseil peut gaspiller son temps en débat. Nous serons là, bas, à saigner pour la politique, et moi non plus. Le Conseil peut gaspiller son temps en débat. Nous serons là, bas, à saigner pour l'humanité, avec ou sans sa bénédiction. Mais lorsque Caïn retourna en orbite, des rumeurs se répandirent. Certains soldats applaudirent son défi, d'autres se demandaient si le Conseil allait se retourner contre lui, le qualifiant de renégat. Déjà, des rumeurs laissaient entendre qu'il envisageait de le remplacer par un commandant plus fiable. Et dans l'ombre de l'espace extraterrestre, le Dominion préparait sa prochaine action. Des rapports filtraient concernant des flottes entières se rassemblant, non pas pour attaquer, mais pour écraser. Les cages n'avaient pas cessé. Plus d'enfants, plus de colonies, plus de familles déchirées. La guerre ne faisait que s'intensifier. Et Caïn était convaincu d'une chose. Le Conseil le craignait peu, être, mais les extraterrestres redoutaient quelque chose de plus grand. Ils redoutaient le jour où l'humanité cesserait de s'agenouiller. La première frappe s'abattit sur Epsilon Gate. Ce n'était pas une colonie au sens traditionnel du terme, mais plutôt une station relais. Un carrefour commercial flottant dans le vide entre la terre et la frontière. Des familles y vivaient, des marchands y faisaient fortune, et des enfants jouaient dans des parcs artificiels sous des dômes renforcés. Ce n'était pas un champ de bataille. Il n'était pas non plus défendu comme tel. Cela en faisait une proie idéale. La flotte extraterrestre émergeait du warp comme des couteaux qui transperçant la chair. En moins d'une heure, la station fut réduite au silence. Plus aucune transmission, plus aucun survivant. Seul un message diffusé dans l'espace humain, une image écœurante de cages remplies d'enfants en pleurs,
dont les griffes extraterrestres faisaient claquer les barreaux en signe de moquerie. Le Dominion ne se cachait plus. Il s'agissait d'une déclaration. Sur Terre, le Conseil se réunit, paniqué. « Nous ne pouvons pas réagir imprudemment », rétorqua sèchement la chancelière Arendt, les yeux brillants de frustration. « Si nous nous étendons trop, nous risquons de perdre nos défenses fondamentales. La Terre elle-même pourrait s'effondrer. » L'amiral Weiner frappa du poing la table. « Et si nous ne faisons rien, les colonies brûleront une à une. Nous ne pouvons pas défendre partout à la fois, mais nous ne pouvons pas non plus rester les bras croisés. » La salle vibrait de peur, les disputes devenant bruyantes. Aucun d'eux ne remarqua Caïn debout dans un coin, les bras croisés, le visage sculpté dans la pierre. Il avait été convoqué non pas comme commandant, mais comme observateur, rappel de l'homme qu'il ne pouvait contrôler. Finalement, il s'avança. Sa voix trancha le chaos comme une lame. « Pendant que vous discutez, ils remplissent d'autres cages. » Le silence se fit dans la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui, certains emplis de dégoût, d'autres de culpabilité. Ils ont frappé la porte Epsilon parce qu'elle était faible, d'autres de culpabilité. Ils ont frappé la porte Epsilon parce qu'elle était faible, continua Caïn d'un ton froid et mesuré. Ensuite, ils s'attaqueront à une autre cible facile. Ils ne se contentent pas de nous tuer, ils nous apprennent la peur, et chaque hésitation leur donne raison. Les lèvres d'Arendt se retroussèrent en un ricanement. « Et que proposez-vous, capitaine ? Une autre charge imprudente avec des mineurs et des contrebandiers à moitié formés ? Une autre mission suicide ?» Caïn s'approcha, son regard rivé au sien. « Je propose que nous nous battions. Pas demain, pas après un autre débat. Maintenant, vous êtes assis ici, dans vos tours, à vous préoccuper de politique. Là, bas, des hommes meurent et des enfants hurlent. Dites-moi, chancelier, combien de cages faudra-t-il avant que vous n'agissiez ?» Elle se hérissa, mais ne répondit pas. Des heures plus tard, dans le hangar sombre du croc de fer, Caïn rassembla ses hommes. La nouvelle de la porte Epsilon s'était répandue, véhiculée par des murmures et des transmissions clandestines. Les visages devant lui étaient sombres, les yeux voilés de chagrin et de rage. « Ils ont encore frappé », dit Caïn d'une voix ferme. « Des centaines de morts, des enfants enlevés. Le Conseil va tergiverser, comme toujours. Ils compteront les effectifs, se disputeront les frontières, et pendant qu'ils gaspilleront leur souffle, le Dominion continuera à remplir les cages. » Il regarda chaque homme dans les yeux, laissant le silence s'installer. « Nous n'attendons pas, ni les ordres, ni les approbations. Nous ripostons selon nos conditions. Nous leur montrons qu'il n'existe aucun recoin où ils puissent se cacher. » Le hangar explosa en un rugissement. Les mineurs, les contrebandiers, les déserteurs, tous crièrent à l'unisson. Une vague de fureur qui fit trembler les murs d'acier. Aux yeux du Conseil, ils n'étaient pas une armée. Ils étaient bien plus dangereux, des hommes qui n'avaient plus rien à perdre. Leur cible était audacieuse, téméraire même selon les critères de Caïn. Un convoi de ravitaillement du Dominion en route vers le cœur de leur effort de guerre. Les renseignements recueillis auprès des contrebandiers dressaient un tableau clair. Des centaines de convois transportant de la nourriture, des armes et du carburant pour les flottes qui rôdaient dans l'espace humain. Frappez-le, et le Dominion le sentirait. Durement. Le croc de fer menait la charge. La flotte, désormais peuplée de volontaires venus des quatre coins des colonies, entra en distorsion et se lança sur le convoi comme des loups sur une bête blessée. Le vide s'illumina de chaos. Des vaisseaux humains fonçaient sur les transports, les déchirant à coups de torpilles et de canons récupérés. Des explosions se multiplièrent dans l'obscurité, tandis que les escortes extraterrestres se précipitaient pour riposter. Les chasseurs grouillaient, le plasma ruisselant dans l'obscurité, mais les humains avançaient avec une détermination suicidaire. La voix de Caïn résonna dans les communications. Aucune pitié. Chaque caisse brûlée est une cage de plus que nous brisons. Chaque vaisseau coulé est un enfant de plus qu'ils ne voleront jamais. La flotte se battait comme des démons. Les contrebandiers, qui avaient autrefois fui le conflit, fonçaient maintenant de front sur les corvettes extraterrestres. Les mineurs transformèrent leurs foreuses en armes improvisées, creusant les coques ennemies. Même les vaisseaux endommagés se jetèrent au combat, explosant dans des explosions désespérées qui emportèrent les vaisseaux extraterrestres dans les abysses. Ce fut un massacre. Et pour une fois, ce ne fut pas l'humanité qui en fut victime. À la fin de la bataille, le convoi n'était plus qu'une épave.
Des flammes vacillèrent dans le vide, réduisant en poussière les provisions extraterrestres. L'humanité avait porté un coup que le Dominion n'ignorerait pas. Mais la victoire avait un prix. Lion Fang s'éloigna en boitant, la moitié de ses systèmes grillés, la coque calcinée et les couloirs jonchés de blessés. Kane marchait au milieu du carnage, enjambant les corps, écoutant les gémissements d'hommes qui ne marcheraient plus jamais. Il ne broncha pas. Il ne pleura pas. Il gravait chaque visage dans sa mémoire, alimentant le feu qu'il portait. Dax le rattrapa, le bras strié de sang. Un coup terrible, capitaine. Mais le Dominion ne se laissera pas faire. Ils riposteront plus fort. Vous le savez, n'est-ce pas? Le regard de Kane était dur comme l'acier. Bien, laissez-les venir. Plus ils nous en mettront, plus le Conseil verra la vérité. Ils ne peuvent pas rester éternellement cachés derrière leurs murs. Dax fronça les sourcils. Et quand le Conseil décidera enfin que vous êtes plus dangereux que le Dominion, Kane n'hésita pas. Alors ils apprendront la même leçon que les extraterrestres. Vous ne nous enfermez pas, vous ne nous enchaînez pas, vous ne nous dites pas quand combattre. C'est nous qui décidons, nous devons décider quand combattre. Nous le décidons nous-mêmes. De retour sur Terre, le Conseil explosa de fureur. C'est une trahison, cracha Arendt en frappant la table. Caïn a défié tous les ordres, compromis toutes les négociations. Il va déchirer cette espèce. L'amiral Weiner tenta de calmer la salle, mais les politiciens étaient en émoi. Certains exigeaient l'arrestation de Caïn, d'autres la saisie de sa flotte. Pourtant, personne n'osait parler trop fort hors de la salle. Ils avaient vu les émissions, entendu les voix des mineurs et des contrebandiers devenus guerriers, tous jurant fidélité non à la terre, ni au Conseil, mais à Caïn. Le peuple avait choisi son héros, et le Conseil savait qu'il perdait le contrôle. Le Dominion n'attendit pas. 3 semaines après le raid du convoi, des flottes extraterrestres attaquèrent 2 autres colonies, Heather's Reach et Velen Prime. Les attaques furent brutales et méthodiques. Premier pas. Les attaques furent brutales et méthodiques. Villes incendiées, population réduite en esclavage et, une fois de plus, cages remplies d'enfants. La réponse du Conseil fut, comme prévu, timide. Ils remanièrent leur flotte, lancèrent des avertissements et débattirent de stratégies défensives. Mais les hommes de Kane n'attendirent pas. Le croc de fer reprit son attaque, cette fois sans prétention, sans excuse. Le Conseil les qualifia de renégats, de hors-la-loi, de criminels. Les colonies les appelèrent sauveurs. Dans le silence entre les combats, Kane se tenait seul sur la plateforme d'observation, scrutant les étoiles. Son reflet le fixait, des étoiles. Son reflet le fixait, ses yeux creux mais brûlants. Il se souvenait du garçon, Ellie, de la façon dont sa petite main avait tremblé lorsqu'il avait touché la manche de Kane, de la façon dont sa voix s'était brisée lorsqu'il avait demandé s'il serait en sécurité. Ce souvenir était plus lourd que n'importe quelle arme. Dax entra discrètement, s'appuyant contre la rambarde. « Vous savez, capitaine, il prononce votre nom sur terre comme une prière, comme si vous étiez une sorte de sauveur. » Kane ne le regarda pas. « Je ne suis pas un sauveur. » Essayez de leur dire ça. La voix de Kane baissa, grave et sinistre. « Je ne suis pas là pour les sauver. Je suis là pour leur apprendre ce que signifie se battre. Dès qu'ils commenceront à me prendre pour un sauveur, ils attendront que je répare tout. Et quand je serai parti, ils retomberont dans leur chaîne. » Dax l'observa un instant, puis esquissa un sourire narquois. « Alors, tu préfères être craint qu'aimé. » Caïn se retourna enfin, le regard ardent dans l'obscurité. « Je préférerais qu'on se souvienne de moi. » Au moment où le croc de fer se préparait pour sa prochaine mission, le choix était clair. Caïn ne combattait plus le Conseil. Il combattait à la fois eux et le Dominion. L'un cherchait à enfermer les enfants, l'autre les hommes. Caïn jura qu'aucun des deux n'y parviendrait. Et tandis que la flotte s'enfonçait dans l'obscurité, se préparant à frapper à nouveau, des rumeurs se répandirent dans les colonies. La meute de fer n'attend pas d'ordre. La meute de fer ne mendie pas la permission. La meute de fer combat pour l'humanité, pas pour les gouvernements. Le Dominion avait réveillé quelque chose qu'il ne pourrait jamais enfermer, et Caïn en était le cœur. Le hors-la-loi naquit à l'instant où le nom de Caïn quitta la salle du Conseil, telle une malédiction plutôt qu'une prière. Pendant des semaines, les politiciens de Genève avaient discuté à voix haute de l'endiguement et de la surveillance.
Mais, lorsque les rapports sur le raid non autorisé de Kane contre un convoi, suivis de ses frappes de représailles sur Heather's Reach et Villain Prime, arrivèrent, la décision se cristallisa. Le capitaine Ryland Kane, autrefois un héros, était désormais qualifié de traître. L'annonce a été diffusée sur tous les canaux. La chancelière Arendt en personne l'a prononcée, sa voix aiguë s'immisçant dans chaque foyer, chaque colonie. Ryland Kane a agi contre les intérêts de l'humanité. Il a compromis les négociations, intensifié les hostilités et défié les ordres légitimes. Dès maintenant, lui et sa prétendue meute de fer sont déclarés ennemis du gouvernement terrestre. Quiconque les aide partagera leur sort. Le but était de couper court à son influence, de l'isoler. Au contraire, cela a eu l'effet inverse. Sur Mars, des mineurs ont gravé le symbole de Caïn, une tête de loup dentelé, dans la roche à l'extérieur de leur station. Sur Titan, des contrebandiers ont peint son nom sur leur coque en lettres grossières et provocantes. Sur Terre même, des manifestations ont envahi les rues. Des banderoles arboraient des slogans que le Conseil ne pouvait contrôler. Caïn se bat pour nous. Les cages ne résisteront pas. Les hommes ont déserté les flottes officielles en masse, s'éclipsant à la faveur de la nuit pour se joindre à l'appel du croc de fer. Même les familles démunies ont envoyé ce qu'elles pouvaient. Carburant, provisions, armes volées dans les entrepôts. À chaque malédiction du Conseil, les colonies répondaient avec loyauté. Kane était devenu bien plus qu'un capitaine. Il était devenu une bannière. Dans la salle de guerre du croc de fer, la nouvelle grésillait dans les communications. La voix saccadée de la chancelière Arendt, ruisselante de venin, le déclara hors la loi. Dax esquissa un sourire narquois et jeta un bloc-notes sur la table. « Eh bien, capitaine, félicitations. Vous êtes officiellement un traître. » Les hommes autour de la table ricanèrent d'un air sombre. Certains crachèrent par terre, dégoûtés par les paroles du conseil. D'autres murmurèrent des jurons. Kane se tenait au bout de la table, silencieux. Il ne riait pas. Il ne jurait pas. Son visage était gravé dans la pierre. « Ils l'ont enfin dit à voix haute, » murmura-t-il. Joran, toujours aussi agité, se pencha en avant. « Et maintenant ? On ne peut plus continuer à faire semblant de participer à leur guerre. Ils l'ont clairement dit. Ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas se battre, » grommela Dax. « C'est la vérité. Ils préfèrent marchander avec des monstres plutôt que de se salir les mains. » Le regard de Caïn parcourut la pièce, capturant le regard de tous. Sa voix était basse, posée, dangereuse. Nous ne sommes pas ici pour être désirés. Nous sommes ici pour nous assurer que chaque cage soit brisée. Si cela fait de nous des traîtres à leurs yeux, qu'il en soit ainsi. Mais aux yeux de chaque homme, femme et enfant que nous avons sauvés, nous sommes les seuls à avoir résisté. La salle s'emplit d'un bourdonnement d'approbation, de hochements de tête sinistres et de poings serrés. Les colonies n'attendirent pas la permission. En quelques semaines, des délégués de Mars, de Titan et d'une douzaine de stations frontalières envoyèrent des émissaires au croc de fer. Des hommes encore dans leurs cheveux, des contrebandiers empestant le carburant, des fermiers avec de la terre sous les ongles. Ils se rassemblèrent dans le hangar, se tenant devant Caïn comme des hommes devant un chef. Leurs paroles étaient simples, crues. « Vous vous battez pour nous », dit un contremaître martien d'une voix rauque. Le Conseil, lui, ne le fait pas. À partir de ce jour, nous vous suivons. Un par un, ils jurèrent fidélité, non pas à la terre, ni au gouvernement, ni au Conseil, mais à Caïn. Lorsque le dernier homme prit la parole, des acclamations retentirent dans le hangar. Les hommes frappèrent le pont de leurs fusils, leurs voix s'élevant à l'unisson. Sur le pont, les voix s'élevèrent à l'unisson. « Caïn ! Caïn ! Caïn !» L'espace d'un instant, les murs d'acier tremblèrent. Dax se pencha et murmura. « Attention, capitaine. On dirait qu'il vous couronne roi. » Caïn ne sourit pas. Sa mâchoire se crispa, ses yeux s'embrasant d'un feu discret. « Je ne suis pas roi. Je suis un soldat. » Mais la vérité pesait sur lui comme un poids. Qu'il le veuille ou non, il était devenu le visage de quelque chose de bien plus grand que lui. Le Dominion, bien sûr, voyait tout. Les rapports des services de renseignement extraterrestres dressaient un tableau clair. L'humanité se fracturait. Une faction sous le Conseil, prudente et faible. Une autre sous Caïn, imprudente et dangereuse. Dans la salle de guerre du haut commandement du Dominion, des voix insectoïdes claquaient et sifflaient. Elles allaient se déchirer, ricana l'une d'elles.
Les humains sont divisés. Nous devons frapper maintenant. Un autre, plus prudent, rétorqua. Frappez le conseil, et le traître deviendra plus fort. Frappez le traître, et le conseil pourrait se rallier. Quelle menace est la plus grande? La réponse flottait dans le silence. Caïn, non pas à cause de sa flotte, ni à cause de ses armes, mais parce qu'il avait transformé la fureur en une arme plus tranchante que l'acier. L'attaque suivante le prouva. La flotte de Caïn patrouillait aux abords de la frontière lorsque le Dominion frappa l'une des colonies nouvellement loyales, Cataras, un avant-poste minier perché sur un rocher aride. Des vaisseaux extraterrestres descendirent sans prévenir, leurs troupes se déversant dans les tunnels, emportant les mineurs enchaînés. La flotte du Conseil resta immobile. Ordre était donné de maintenir sa position jusqu'à une analyse plus approfondie. Mais Caïn bougea. L'Iron Fang et ses loups s'éjectèrent du warp au-dessus de Cataris, tels des anges de la colère. Moteurs hurlants, canons en feu, ils fonçaient sur la formation du Dominion avec une fureur téméraire. La bataille était féroce. Les vaisseaux extraterrestres les surpassaient en nombre de 2 contre 1, mais les humains se battaient comme des bêtes acculées. La voix de Caïn résonnait dans les communications, guidant chaque frappe, chaque manœuvre. Tendez les lignes. Ne les laissez pas nous briser. Chaque seconde que nous tenons est une nouvelle cage déchirée. Le croc de fer lui-même percuta un croiseur ennemi, ses canons déchirant sa coque à bout portant. Caïn se tenait impassible sur le pont, les yeux brûlants tandis que son navire tremblait sous la fureur du combat. Au sol, les mineurs combattaient aux côtés des marines de Caïn, leurs fusils tirant dans les tunnels étouffés par la poussière. Des chaînes volèrent en éclats, des cages se brisèrent, et une fois de plus, des enfants furent arrachés des ténèbres à la lumière. À la fin de la bataille, le Dominion fut repoussé, ses morts jonchant le sol aride. Mais Caïn savait que ce n'était pas une victoire, c'était une escalade. À chaque coup porté, les extraterrestres ripostaient avec plus de force. Chaque enfant libéré, chaque cage brisée, lui conférant une cible plus grande. Et pourtant, il ne pouvait s'arrêter. Cette nuit-là, tandis que la flotte se regroupait, Caïn était assis seul dans ses quartiers, les cris de joie étouffés par les murs d'acier. Il fixait ses mains, balafré et ensanglanté, et sentait le poids de tout cela peser sur lui. Il n'avait jamais voulu être cela. Il n'avait jamais voulu être un symbole, un leader, une légende. Il n'avait voulu que justice. Mais la justice s'était transformée en guerre, et la guerre l'avait transformée en quelque chose de complètement différent. La porte s'ouvrit en sifflant. Dax entra, portant une bouteille d'alcool de contrebande et 2 verres. Il les posa, sans un mot, et versa. Bouteille d'alcool de contrebande et 2 verres. Il les posa, sans un mot, et versa. Tu rumines encore, dit Dax en faisant glisser un verre sur la table. Caïn ne répondit pas au début. Finalement, murmura-t-il, il m'appelle un leader. Certains murmurent même le mot sauveur. Dax but une longue gorgée. Et tu détestes ça. Je ne suis pas un sauveur, grommela Caïn. Je suis un soldat. Les soldats se battent, ils saignent. Ils ne mènent pas de révolution. Dax eut un sourire narquois. Allez dire ça aux colonies. Pour eux, tu es le seul homme à avoir résisté quand tout le monde s'inclinait. Tu peux détester ce titre autant que tu veux, mais tu ne peux pas t'en défaire. Tu es à eux maintenant, Caïn, que tu le veuilles ou non. Un silence pesant s'installa entre eux. Finalement, Caïn leva son verre à voix basse. Si je dois les mener, alors je les mènerai au feu. Mieux valait cela que des chaînes. Lorsque l'aube se leva sur la flotte, la décision était prise. Le Conseil avait qualifié Caïn de hors-la-loi, les colonies l'avaient couronné chef, et Caïn lui-même, malgré sa réticence, accepta le rôle qui lui était confié, ni comme roi, ni comme sauveur, mais comme le marteau qui briserait toutes les cages construites par le Dominion, et au plus profond de l'espace extraterrestre, les seigneurs de guerre du Dominion aiguisèrent leurs griffes, préparant leur plus grande flotte à ce jour. Le jugement approchait, et Caïn en serait le centre, qu'il soit le hors-la-loi de l'humanité ou son seul espoir. La tempête tant attendue par Caïn éclata enfin. Elle commença par des éclaireurs, des fragments de transmissions extraterrestres interceptés, des murmures de contrebandiers qui s'étaient approchés trop près du territoire du Dominion. Tout cela dressait le même tableau. La plus grande flotte que l'humanité ait jamais affrontée était en mouvement,
une marée d'acier et de feu se dirigeant vers le cœur de l'espace humain. Pas un raid, pas une frappe, une extermination, des milliards de vies. Chaque colonie, chaque vaisseau, chaque homme et chaque enfant qui considérait l'humanité comme son foyer. Le Dominion avait l'intention de tous les anéantir. Kane se tenait dans la salle de guerre du croque-de-fer, le scintillement de la carte holographique des étoiles projetant des ombres nettes sur son visage balafré. Des marqueurs rouges se répandaient comme une maladie dans le vide, se rapprochant de la Terre. Autour de lui, ses officiers discutaient. « On ne peut pas les affronter de front », disait Joran, son jeune visage pâle. « On ne peut pas les affronter de front », disait Joran, son jeune visage pâle. « Ils nous écraseront. On jettera des corps dans une tempête de feu. » Dax frappa du poing sur la table, des étincelles de rage dans les yeux. « Et alors, mon garçon, tu veux qu'on s'enfuit, qu'on se cache, qu'il brûle notre peuple vif en attendant que le Conseil rédige un autre discours ?» Joran déglutit difficilement, mais ne répondit pas. Caïn leva la main, les réduisant au silence. Sa voix était posée, calme, mais sous-jacente, un courant de feu. Ils s'en prennent à tout ce que nous sommes. Si nous reculons, il n'y aura plus rien à sauver. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de survie. Il s'agit de les faire saigner si abondamment qu'ils n'oublieront jamais qui nous sommes. Il se pencha au-dessus de la table, son regard balayant chaque homme dans la pièce. Nous nous battons, non pas pour la terre, ni pour le Conseil, ni pour les enfants, ni pour chaque âme qu'ils pensaient pouvoir enfermer. Nous défendons notre position ici, et nous la faisons entendre assez fort pour que la galaxie l'entende. Un silence pesant et électrique s'installa. Puis, un par un, les hommes acquiescèrent. Non pas parce qu'ils croyaient gagner, mais parce que les paroles de Caïn avaient rayé le mot défaite de leur vocabulaire. La flotte s'était rassemblée au-dessus de Titan, une armada de hors-la-loi, de mineurs, de contrebandiers, de déserteurs et de fermiers reconvertis en guerriers, des vaisseaux rapiécés avec de la ferraille, des canons soudés sur des cargos, des chasseurs construits à partir de pièces volées sur les chaînes de montage. Ce n'était pas une marine, c'était l'humanité. Des messages se répandaient dans chaque colonie, chaque village, chaque recoin de la terre. Kane se tenait devant la caméra, blindé et inflexible, sa voix résonnant dans des milliards de foyers. Le Dominion arrive avec le feu et les chaînes. Il pense que nous allons nous agenouiller. Il pense que nous allons craquer. Mais écoutez-moi bien. Nous ne sommes pas leur bétail. Nous ne sommes pas leur propriété. Nous sommes l'humanité. Et aujourd'hui, nous ne combattons pas en soldats, mais en pères, frères et fils. Chaque homme qui tombe emportera 10 d'entre eux avec lui. Chaque navire qui brûle gravera son nom dans leur cauchemar. Ils voulaient la guerre. Son nom dans leur cauchemar. Ils voulaient la guerre. Maintenant, nous allons leur faire vivre l'enfer. Le message prit fin. Et à travers les étoiles, les hommes aiguisèrent leurs couteaux, dirent adieu à leurs enfants et jurèrent de ne jamais s'incliner. Le Dominion arriva telle une tempête d'acier noir. Leur flotte masquait les étoiles, les porte-avions déversant des essaims de chasseurs, les destroyers déchirant le vide de leurs lances vertes de plasma. Au centre se dressait un mastodonte, un dreadnought de la taille d'une ville, hérissé de canons assez puissants pour déchirer des continents. Sur le croc de fer, des alarmes retentissaient. Caïn se tenait sur le pont, les mains agrippées à la rambarde, les yeux rivés sur le Léviathan devant lui. « Ça y est », murmura-t-il, « leur marteau, notre enclume. » Il éleva la voix, un rugissement qui trancha le chaos. Tous les navires, formation de meutes de loups, mordez, disparaissez, mordez encore. Ne leur livrez pas un combat direct, faites-les s'étouffer. La flotte hurla en avant. Le premier affrontement fut la fureur incarnée. Des vaisseaux humains fonçaient dans des formations extraterrestres, leurs torpilles filant dans l'obscurité. Les contrebandiers larguaient des mines sur des essaims de chasseurs, les déchirant dans des gerbes de flammes. Les mineurs pilotaient leurs cargos comme des béliers, percutant des corvettes extraterrestres, explosant en boules de feu entraînant leurs ennemis dans leur chute. Les extraterrestres répondaient avec une précision brutale. Des rayons de plasma transperçaient les carcasses humaines, les fendant comme des fruits. Des ailes entières disparurent dans une lumière fulgurante, leurs cris résonnant dans les communications avant que le silence ne les gagne. Le vide se remplit de débris, un cimetière fleurissant en temps réel. La voix de Caïn résonnait partout, calme, implacable, implacable.
Tenez bon. Frappez leurs flancs. Vous vous souvenez des enfants? Frappez leurs flancs. Vous vous souvenez des enfants? Chaque mot enfonçait les hommes plus profondément dans le combat, même s'ils saignaient. Les heures s'éternisaient comme des années. La flotte humaine se brisait, les vaisseaux les uns après les autres, mais ils refusaient de s'arrêter. Chaque homme mort hurlait le nom de Caïn comme un dernier cri de guerre. Chaque épave dérivant dans le vide devenait un monument de défi. Et pourtant, le cuirassé se dressait, intact, ses canons déchirant les lignes humaines. La voix de Joran se brisa dans les communications. « Capitaine, on ne peut pas continuer comme ça. Cette chose nous déchire. » Les yeux de Caïn se plissèrent, sa voix basse et sinistre. Puis, nous prenons son cœur. Dax le fixa du regard, réalisant peu à peu. « Tu n'es pas sérieux. »« Moi, si, » grogna Caïn. « Soit nous brisons la bête, soit elle nous brise. » Ce plan était insensé. Le croc de fer plongerait droit dans la gueule du cuirassé, au-delà de ses canons, jusque dans le ventre du monstre lui-même. Aucun vaisseau humain ne s'en était jamais approché assez près pour en toucher un. La plupart ne vivaient jamais assez longtemps pour tenter l'expérience. Mais Caïn n'était pas comme la plupart des hommes. Bar, aboya-t-il, avance péniblement à travers leurs tirs. Joran hésita, la sueur lui coulant au visage. « C'est du suicide », tonna la voix de Caïn. « C'est la victoire. » Et sur ces mots, le croc de fer plongea. Le vide s'illumina tandis que les canons du cuirassé déchaînaient l'enfer. Des rayons de plasma passèrent, suffisamment près pour brûler la coque. Les chasseurs grouillaient, martelant leurs boucliers. Le vaisseau hurla, les alarmes hurlèrent, les systèmes tombèrent en panne. Les hommes s'accrochèrent à leur poste, le visage pâle, les jointures blanches, mais aucun ne céda. Pas tant que Caïn se tenait à la barre, imperturbable, sa voix rugissant par-dessus le chaos. « En avant, ne vous arrêtez pas, mordez profondément. » Ils percèrent les seins, plongeant dans l'ombre du cuirassé. Ses canons peinaient à s'incliner vers le bas, trop massifs pour traquer un si petit engin. « Visez son ventre », lança Caïn. « Tirez à fond. » Torpilles et plasma déchirèrent la coque du dreadnought. Des explosions fusèrent dans son ventre, ses boucliers vacillèrent, son blindage se déforma. Le monstre gémit, sa carcasse colossale tremblant sous l'assaut. Mais ce ne fut pas suffisant. « Bouclier qui tienne !» cria Dax. « On ne peut pas le briser. » Les yeux de Caïn brûlèrent comme du feu. Alors, on le brise de l'intérieur. La décision fut prise en un clin d'œil. Le croc de fer allait percuter. Caïn se tourna vers ses hommes, d'une voix basse mais assurée. « On frappe et on continue jusqu'à ce qu'on lui arrache le cœur. Certains d'entre nous ne s'en iront pas, mais si on ne fait pas ça, personne ne s'en ira. » Le silence s'installa. Puis Dax esquissa un sourire narquois, amer et fier. « Quelle belle façon de faire, capitaine !» Les mains de Joran se crispèrent sur les commandes. Il suffit de donner l'ordre. Le regard de Caïn parcourut le pont, mémorisant chaque visage. Puis il hocha la tête. « Fais-le !» Le croc de fer rugit, les moteurs hurlant, la coque rougeoyant sous la chaleur de la propulsion. Les alarmes retentirent, le métal gémit, mais rien ne la ralentit. Le cuirassé se dressait, le ventre déchiré et étincelant, ses canons tirant frénétiquement, trop lentement, trop tard. Le croc de fer s'écrasa sur sa coque comme une lance, déchirant le blindage, déchirant les entrailles de la bête. Des explosions se multiplièrent, le feu déchirant les couloirs, des corps extraterrestres projetés dans le vide. Sur le pont, les hommes criaient, priaient, riaient à travers leurs larmes tandis que le vaisseau se désintégrait. Caïn se tenait droit, imperturbable, sa voix était un rugissement final. Pour l'humanité. Le dreadnought convulsa. Son noyau se rompit, un soleil explosant dans l'obscurité. L'onde de choc déchira le champ de bataille, déchiquetant les vaisseaux, dispersant les combattants, réduisant le vide au silence dans une lumière aveuglante. Lorsque le feu s'éteignit, le dreadnought avait disparu. Et l'Ironfang aussi. La bataille s'acheva dans le silence. Le Dominion, stupéfait par la perte de son Léviathan, battit en retraite dans le chaos. La flotte humaine, meurtrie et ensanglantée, dérivait parmi les décombres. Des milliers de morts, mais des milliards de survivants. Et dans chaque vaisseau survivant, dans chaque colonie brisée,
Un nom résonnait comme une prière et une malédiction. Caïn, le hors-la-loi devenu étendard, le soldat devenu légende. L'homme qui a enseigné à la galaxie une vérité gravée dans le sang et le feu. On n'enferme pas les enfants de l'humanité.